À Paris, sous un ciel d'hiver, Élise ouvrit la porte de son refuge, un petit bâtiment qu'elle avait transformé pour accueillir ceux que le monde oubliait. Dehors, la neige tombait en rideaux épais, et le vent hurlait comme un loup en colère. Élise, à 32 ans, semblait plus vieille que son âge. Une petite cicatrice près de son œil droit, et son regard méfiant racontait une vie difficile. Autrefois comptable respectée, elle avait tout perdu après avoir été accusée à tort dans une affaire de fraude. 6 mois en prison avaient brisé sa carrière, ses amitiés, sa réputation, mais pas son cœur. Avec le peu d'argent qu'il lui restait, elle avait acheté ce vieux bâtiment et l'avait nommé l'Havre, un endroit pour offrir une seconde chance. Ce soir-là, c'était la veille de Noël. Mais pour Élise, c'était une nuit froide et solitaire comme les autres. Dans le refuge, seulement 4 personnes étaient là. 2 hommes dormaient dans la salle commune, une vieille dame lisait à la lumière d'une bougie, et une adolescente, emmitouflée dans une couverture, regardait la neige par une fenêtre fissurée. Élise venait d'éteindre la lumière du couloir quand un coup violent retentit à la porte. Son cœur s'accéléra. Elle attrapa un tisonnier près de la cheminée et s'approcha prudemment. En ouvrant, une bourrasque glacée la frappa. Devant elle, un jeune homme tremblait, les cheveux trempés collés au front, du sang coulant d'une entaille au-dessus de son sourcil. Son manteau, autrefois élégant, était déchiré, et ses gants en cuir étaient raides de gel. « Je n'ai pas le temps d'expliquer, dit-il, les yeux pleins de peur. Je ne peux pas appeler la police, ils me cherchent déjà. Mais je n'ai rien fait de mal. » Élise serra le tisonnier, mais sa voix resta calme. « Tu trembles dans la neige, et tu parles de justice. Entre. Si tu es un méchant, je le saurai vite. » Elle s'écarta. L'homme, hésitant, entra et s'effondra presque. Elle ferma la porte à clé. « Assieds-toi, » ordonna-t-elle, le guidant vers un banc près du feu. « Tu saignes, ne bouge pas. » Elle lui donna une couverture et une tasse de thé chaud, puis alla chercher une trousse de premiers soins. En revenant, elle le vit essayer de déboutonner son manteau, les doigts trop gelés pour y arriver. « Laisse-moi faire, » dit-elle en s'agenouillant. Sous le manteau, un costume chic mais abîmé apparut. Ses chaussures en cuir, bien que rayées, étaient de grande qualité. Élise nettoya sa blessure et posa un pansement. « Ton nom ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis murmura « Julien, Julien Beaumont. » Élise s'arrêta un instant. Ce nom lui disait quelque chose. Pas en personne, mais dans les journaux, les magazines économiques. La famille Beaumont, riche et célèbre, souvent mêlée à des scandales. Elle ne dit rien. « Eh bien, Julien Beaumont, tu as de la chance que je laisse ma lumière allumée. Repose-toi. Pas de questions ce soir. Tu dormiras dans la petite chambre. Pas de verrou. Et j'ai une batte près de mon lit. » Il rit faiblement, plus surpris qu'amusé. « Merci. » Élise hocha la tête. « Des vêtements secs sont dans le placard. Je t'apporte à manger. » En s'éloignant, elle jeta un coup d'œil en arrière. Julien fixait le feu, le regard perdu, comme quelqu'un trahi, blessé au plus profond de lui. Les jours suivants, Julien resta discret. Il restait dans sa petite chambre, sortait seulement pour les repas et ne s'attardait jamais. Il marchait les épaules voûtées, comme pour se faire oublier, et s'asseyait toujours dos au mur, jetant des regards vers les fenêtres et les portes. Il parlait poliment, mais sans révéler quoi que ce soit sur lui. Pourtant, Élise remarqua des détails. Un matin, elle le trouva en train de réparer une ampoule qui clignotait depuis des semaines. Un autre jour, il passa 2 heures à fixer un robinet qui fuyait. Quand le vieux générateur du refuge tomba en panne, il le remit en marche en 30 minutes. Les autres résidents commencèrent à l'apprécier. Il pliait le linge sans qu'on lui demande, donnait son manteau à un nouvel arrivant gelé et partageait sa nourriture avec les plus âgés. Mais Élise voyait plus loin. Elle remarqua comment Julien lisait le manuel du générateur, comme s'il l'avait écrit lui-même, comment il utilisait des mots savants pour parler d'électricité, ou comment il corrigea une erreur dans son tableur en marmonnant. La colonne F est fausse. Il manque 6 centimes. Il n'était pas seulement intelligent. Il était précis, expérimenté. Son silence sur son passé en disait long. Une nuit, alors qu'Élise triait des reçus dans son bureau, elle entendit une voix. Ce n'était pas la sienne, ni celle de quelqu'un dans le couloir. Elle venait de la chambre de Julien. « Claire,
Tu disais que c'était propre. Alain, tu as menti. Vous m'avez trahi. Élise se leva, le cœur battant. La voix de Julien, rauque, pleine de douleur, semblait venir d'un cauchemar. Elle frappa doucement à sa porte, et entra. Julien était emmêlé dans sa couverture, le front en sueur, le visage tordu de douleur. « Julien, dit-elle doucement, tu fais un cauchemar. Réveille-toi. » Il sursauta, haletant, les yeux hagards, puis la reconnut. « Élise, désolé, » murmura-t-il. « Tu criais, » dit-elle calmement. « Claire. Alain, qui sont-ils » Il passa une main tremblante dans ses cheveux. « Désolé, je devrais dormir ailleurs. Tu es bien ici, » répondit-elle fermement. « Tout le monde a des fantômes. Les tiens sont juste un peu plus bruyants. » Il la regarda, hésitant à parler. « Je ne veux pas causer de problème, » dit-il enfin. « Je sais. » Elle ne le força pas à parler, mais avant de partir, elle s'arrêta. « Julien, quoi que tu fuies, tu n'es pas obligé de le faire seul pour toujours. » Il ne répondit pas, mais murmura un faible merci alors qu'elle s'éloignait. Élise comprit alors que Julien ne fuyait pas seulement quelqu'un, mais aussi celui qu'il avait été, celui qui avait cru en des gens comme Claire et Alain. Le troisième soir, la neige s'était calmée, mais le froid mordait encore. Élise, épuisée, triait des factures près du feu. Julien n'était pas sorti de sa chambre de la journée, et ce silence l'inquiétait. Elle frappa à sa porte. « C'est ouvert, » dit-il. Il était assis sur son lit, les mains jointes, le visage tendu. « Je dois te dire qui je suis, » commença-t-il. « Je m'appelle Julien Beaumont. J'étais le président-directeur général de Beaumont Technologies. » Ce nom frappa Élise. Une entreprise technologique géante, une famille puissante. J'ai pris la tête de l'entreprise après la mort de mon père. Tout le monde disait que j'étais trop jeune, mais j'ai fait grandir l'entreprise. Puis, je me suis fiancé à Claire Dubois. On nous appelait le couple parfait. Je les croyais. Il se leva, commença à faire les 100 pas. Mais Claire et Alain, mon meilleur ami et conseiller juridique, ont monté un plan. Ils ont falsifié ma signature sur des contrats, détourné de l'argent vers des sociétés fantômes et m'ont fait porter le chapeau. Élise sentit son estomac se nouer. Si j'avais épousé Claire, elle aurait eu accès à tous nos biens. Ils ont tout orchestré pour que ça s'effondre après le mariage, en faisant de moi le coupable. « Pourquoi ne pas aller voir la police ?» demanda Élise. J'ai essayé, mais Alain avait des contacts. Une enquête a commencé, mais elle s'est retournée contre moi. Des preuves falsifiées. J'étais fini si je restais. Alors j'ai fui. Un silence lourd s'installa. Puis Élise parla, calme. Moi aussi j'ai tout perdu. J'étais comptable. Quelqu'un a volé dans l'entreprise, je l'ai signalé, et ils m'ont piégé. Ils ont utilisé mon compte, falsifié des chiffres. J'ai été arrêté devant tout le monde. Julien resta silencieux, mais son visage s'assombrit. J'ai passé 6 mois en prison, continua-t-elle. Personne ne m'a cru. Quand je suis sorti, j'ai tout quitté et j'ai créé ce refuge. Je suis désolé, Julien. Il secoua la tête. Non, ne le sois pas. Ça m'a rendu plus forte. Et si je peux aider quelqu'un à sortir de cette obscurité, je le ferai. Elle se leva, la voix ferme. Tu n'es pas seul, Julien. Si tu veux te battre, je suis avec toi. Pas par pitié, mais parce que je sais ce que c'est de tout perdre et de vouloir encore croire en quelque chose. Julien la regarda, et pour la première fois, une lueur de confiance brilla dans ses yeux. Je ne sais pas ce qui va arriver, dit-il. Moi non plus, mais on trouvera ensemble. La semaine suivante, le refuge semblait plus chaud, pas seulement grâce au chauffage réparé par Julien, mais à cause d'un lien nouveau entre eux. Son regard sur Élise avait changé, mêlant respect et confiance. Un matin, autour d'un café, Julien dit « Je dois contacter quelqu'un. Une avocate, Camille Martin. Elle travaillait pour mon père. Je ne sais pas si elle me croira. » Élise attrape son vieil ordinateur. Commençons par là. Ils créèrent un email anonyme, utilisant un réseau sécurisé, et envoyèrent un message codé. Élise vérifia chaque mot. « J'avais l'habitude de faire ça pour mes clients, » dit-elle avec un sourire. Pas des trucs illégaux, juste pour être sûr que tout était parfait. « Tu étais vraiment doué, n'est-ce pas ?» demanda Julien. Elle hocha la tête. Les jours suivants, ils travaillèrent côte à côte, réparant des étagères, organisant des provisions,
peignant un mur tagué. Ils formaient une équipe improbable, un ancien PDG et une comptable devenue gérante de refuge. Un après-midi, ils allèrent au marché pour acheter des provisions. Julien poussait le chariot pendant qu'Élise lisait sa liste. Ils rirent en discutant de marques de beurre de cacahuètes, et quand Julien renversa une pile de boîtes de conserve. De retour au refuge, Élise partagea une partie de son histoire. « C'était un jeudi, dit-elle. Je vérifiais des rapports, quelque chose clochait. J'ai suivi la piste, prévenu le directeur financier. 2 jours plus tard, on m'arrêtait devant tout le monde. Les chiffres avaient été modifiés, et tout pointait vers moi. Julien écouta en silence. J'ai essayé de me défendre, mais le vrai voleur connaissait le système mieux que moi. Mon avocate m'a dit de plaider coupable pour éviter une longue peine. J'ai accepté. Julien serra les mâchoires. Tu n'avais rien fait. Je le sais maintenant, mais à l'époque, je doutais de tout. De moi, de mes choix, de ma valeur. Elle le regarda. C'est pour ça que j'ai reconnu ce regard en toi, la première nuit. C'est celui de quelqu'un à qui on a volé la vérité. Il hocha la tête, les épaules moins tendues. Promets-moi une chose, dit-elle. Quand ce sera ton tour de te relever, ne recule pas. Je ne reculerai pas, répondit-il. Pas cette fois. Ce soir-là, un résident, Pierre, feuilletait un journal. Un petit titre attira son regard. Julien Beaumont, toujours porté disparu. Il observe une photo floue de Julien en smoking, puis l'homme qui passait avec un panier de couverture. Pierre prit son téléphone et sortit. « Je crois que j'ai trouvé votre milliardaire, » murmura-t-il. « Ça vaut combien ?» Minuit passé, Julien et Élise se tenaient devant le siège de Beaumont Technologies, un immeuble de verre scintillant dans la nuit parisienne. Julien ajusta sa casquette. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Élise, en sweat à capuche et lunettes, hocha la tête. « Les serveurs de sauvegarde sont au 2e sous-sol. Camille m'a dit que les preuves sont là. Email, documents, transactions. Si on les récupère, on peut tout prouver. » Ils entrèrent par une porte de maintenance, dont Julien connaissait encore le code. Le couloir était sombre, l'air sentait le désinfectant. Ils évitèrent l'ascenseur, trop risqué, et descendirent par un escalier étroit. Au sous-sol, Élise sortit une clé USB fournie par l'équipe de Camille. « Branche-la sur le terminal principal. Ça copiera tout sur un serveur sécurisé. » Julien tapa rapidement sur le clavier, ses doigts retrouvant les commandes d'un système qu'il avait conçu. L'écran s'alluma. Le transfert commença. 6 minutes, et c'est bon, dit-il. Mais une alarme retentit soudain, un bip aigu qui s'amplifia. Julien se figea. Détecteur de mouvement, murmura-t-il. Une voix grésilla dans l'interphone. Activité non identifiée au sous-sol 2. Équipe de sécurité. Déployez-vous. Il faut partir, s'écria Élise. Julien arracha la clé USB dès que le transfert fut terminé. Ils coururent dans l'escalier, les bruits de pas résonnant en bas. Dans le parking souterrain, des phares s'allumèrent. Une voiture noire fonça vers eux. Julien attrapa la main d'Élise et sprinta vers une sortie. Un garde sauta du véhicule, criant. Un coup retentit, des balles en caoutchouc, non mortelles, mais douloureuses. Ils franchirent une porte, coururent dans une ruelle. Un mur se dressa devant eux. « Je te fais la courte échelle », dit Élise. Julien grimpa, puis la hissa. Ils sautèrent de l'autre côté et coururent jusqu'à ce que les bruits s'évanouissent. Dans un abri abandonné près d'une vieille gare, ils s'arrêtèrent, essoufflés. Du sang tachait la manche de Julien. « Tu es touché », s'exclama Élise. « Juste une éraflure », grimaça-t-il. Elle déchira son écharpe pour bander la plaie. « Idiot », murmura-t-elle. « Oui, mais on a les fichiers », sourit-il. Ils s'assirent, épuisés. Julien brisa le silence. « Tu n'étais pas obligé de venir. »« Et toi, tu n'étais pas obligé de me protéger quand la voiture nous fonçait dessus, » répondit-elle. Ils se regardèrent, et quelque chose changea. Une confiance profonde, plus forte que les mots. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit Julien, « mais je n'ai pas ressenti ça depuis longtemps. » Élise posa sa main sur la sienne. « Alors, ne fuis pas. » 2 nuits plus tard, dans le bureau du refuge, Julien fixait un téléphone silencieux. Élise vérifiait un micro sur son ordinateur. « Tu crois que Claire va mordre à l'hameçon »
demanda-t-elle. Elle est trop ambitieuse pour refuser, répondit Julien. Et Alain la suit toujours. Plus tôt, Élise avait contacté une ancienne connaissance, Léa Moreau, une journaliste connue pour dénoncer les puissants. Léa avait accepté de les aider, à condition d'avoir des preuves solides. Maintenant, tout était prêt. Julien prit une grande inspiration et appela Claire sur un téléphone jetable. Élise lança l'enregistrement. « Julien », répondit Claire, la voix douce. « Claire, j'ai fait une erreur en disparaissant. Je veux arranger les choses. » Un silence, puis une curiosité prudente. « Où es-tu ? Je ne peux pas le dire. Mais je veux qu'on reparte de zéro. J'ai les documents que vous avez falsifiés. Je sais ce que vous avez fait. Mais je peux les faire disparaître. » Un long silence. Puis Claire, confiante, répondit. « Tu commences à réfléchir intelligemment, Julien. On peut tout effacer. Alain a déjà ajusté les comptes. Il suffit que tu coopères. »« Je veux revenir, » dit Julien. « Dis à Alain que je suis prêt à dire que c'était un malentendu. » Élise serra les poings sous le bureau. « Parfait, » répondit Claire. « Reviens discrètement, et tout disparaît. » L'appel se termina. Julien fixa le téléphone. On les a. Élise copia le fichier sur une clé USB. 1 heure plus tard, Léa écouta l'enregistrement, son visage s'assombrissant. « Ça va tout faire exploser, » dit-elle. « Tant mieux, » répondit Julien. Léa partit avec la clé. Élise se tourna vers Julien. Plus de retour en arrière. « Je ne veux pas revenir en arrière, » dit-il, les yeux dans les siens. L'article de Léa fit l'effet d'une bombe. Les gros titres envahirent Internet. Un PDG milliardaire piégé par sa fiancée et son conseiller. L'enregistrement, les documents, tout était là. Claire Dubois et Alain Roy furent accusés de fraude, d'obstruction à la justice et de complot. Des mandats d'arrêt furent lancés. Julien, autrefois vu comme un criminel, devint un héros, un survivant. Les jours suivants, il resta au refuge, lisant les articles, écoutant les débats, mais refusant les interviews. Puis, la presse arriva. Camille Martin, son avocate, organisa une conférence de presse. Julien demanda à Élise de l'accompagner, mais elle refusa. « J'ai déjà vu les caméras transformer la vérité, » dit-elle. « Je veux une vie vraie, pas un projecteur. » Il hocha la tête, comprenant. Le lendemain, devant une foule de journalistes, Julien raconta son histoire, sans mentionner Élise ni le refuge. Quand on lui demanda s'il reprendrait son poste chez Beaumont Technologies, il surprit tout le monde. « Non, » dit-il. « J'ai trouvé mieux. Un but, des liens vrais, une chance d'aider les gens. » Ce soir-là, il revint au refuge, sans garde du corps, sans voiture de luxe, juste avec un sac et une détermination calme. Élise l'accueillit dans la cuisine. « Tu es revenu ?» dit-elle. « Je n'ai jamais vraiment quitté, » répondit-il. Elle sourit légèrement. « Et maintenant ?» Il s'approche doucement. « Maintenant, je reste. Pas parce que je fuis, mais parce que je veux être ici, avec toi. » Élise retint son souffle. « Julien, ce n'est pas un conte de fées. Non, mais c'est réel. » Elle se blottit contre lui, et dans ce petit refuge, leur amour brilla sans avoir besoin de projecteur. 1 an plus tard, le refuge s'était agrandi. Élise et Julien avaient créé le projet Havre, une association avec 6 refuges à travers la région parisienne, tous dédiés à la dignité et aux secondes chances. Ce soir-là, ils organisaient leur première fête de Noël pour les résidents des 6 refuges. Plus de 200 personnes riaient, mangeaient, guérissaient dans une grande salle décorée de lumières scintillantes. Julien trouva Élise près d'un buffet, aidant un enfant à se servir. « Tu m'as abandonné », plaisanta-t-il, lui prenant la main. « Tu étais trop occupé à charmer tout le monde », répondit-elle. Il l'emmena dehors, sous la neige légère. Il sortit une petite boîte en velours. « Ce n'est pas une bague de fiançailles, » dit-il en l'ouvrant. À l'intérieur, une bague en argent, gravée de motifs de toits et d'étoiles, brillait doucement. « C'est une promesse, » continua-t-il, « que je resterai, quoi qu'il arrive. » Élise toucha la bague, émue. « Tu es ridicule, » murmura-t-elle. « C'est un oui, » demanda-t-il en souriant. Elle glissa la bague à son doigt et prit sa main. « Je n'avais pas besoin d'une bague pour savoir que tu resterais, mais je suis contente de l'avoir. » Les cloches du refuge, réparées, sonnèrent, actionnées par une petite fille en écharpe rouge.
Élise posa sa tête contre la poitrine de Julien. Et sous la neige, entourés de chaleur et d'espoir, ils trouvèrent un bonheur durable, construit sur la vérité et le courage de s'aimer.